Théo, tu te mets combien en aubergine? Aubergine, voilà une question intéressante. Bah écoute, allez, un petit 8, je suis joueur. Un 8, ok, donc 8 sur 10. Dans les années 1970, quel métier voyait ses représentantes être surnommées les aubergines? Les postières. Les contractuels ou agents de bureau de voie publique en raison de la couleur de leur uniforme. Eh ben génial, comme ça tout le monde aura appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, c'est Écoute, je te cadeau. propose de te poser la prochaine question. À mon tour. Ah, Julien, tu te mets combien en responsive CSS? Responsive CSS, ça c'est une question intéressante. Par contre, attends Théo, il y a plein de gens là peut-être qui veulent jouer aussi, hein. Salut. Bonjour. Vous voulez jouer à tu te mets combien en CSS, en responsive CSS? On va poser la question du coup, hein. Peut-être Ouais, on va faire trois groupes. On va donc vous mettez combien? On va dire le premier niveau entre 1 et 3 sur 10 en CSS. Est-ce que vous faites du CSS genre quand vous êtes obligé quoi, peut-être vous pouvez changer des couleurs, mais dès qu'il s'agit de centrer une div, là ça devient compliqué. Il y a combien entre niveau 1 et 3? pas de honte, hein. C'est... Pas de problème, il y en a quelques-uns quand même, ok. Deuxième groupe, on va dire entre 4 et 7 sur 10. Vous faites du CSS assez régulièrement. Voilà, vous savez centrer une div, positionner des éléments, mais il y a quelques zones obscures du genre pourquoi est-ce que dans certains cas vous mettez un Z-index à 12 millions et le truc il est toujours pas au-dessus des autres des... Entre niveau 4 et 7 comme ça, niveau du milieu, Ok, majorité oui, en majorité général. de gens. Ouais, ça marche. Et dernier groupe? Dernier groupe, du coup, entre 8 et 10, c'est là où vous êtes plutôt chaud, vous savez expliquer le contexte d'empilement, vous pouvez vous vanter de savoir plusieurs façons de centrer verticalement une div. Enfin, là, c'est les experts CSS, quoi. Est-ce qu'il y a des niveaux 8 à 10? Ok, ok. Ok, Il y a une quelques-uns interro quand à même. la fin, hein. Du coup, Ça marche. Bah, un peu varié, hein, comme toujours, je dirais. bon. Ok, On- ça marche. Peut-être pour le niveau 1 à 3, on va faire un rappel de ce que c'est le responsive CSS. Oui, Théo? même pas que pour les niveaux entrants, peut-être pour tout le monde. On va rappeler Oui, un petit pour peu tout le même monde, un évidemment. historique un peu de ce que c'est le responsive CSS. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois. Imaginez-vous, vous êtes dans les années 90, belle époque, et vous êtes développeur pour une entreprise qui fait un moteur de recherche. Une jeune entreprise qui ne domine pas encore le monde. Et en fait, bah, les années passent, les écrans changent, mais en fait, votre façon de faire votre métier ne change pas vraiment. C'est toujours des écrans plus ou moins carrés, légèrement rectangulaires, mais en fait, bah, les écrans s'améliorent, mais vous gardez toujours les mêmes dimensions, on va dire. Ça, c'est jusqu'en 2008. Parce qu'en 2008, il va se passer quelque chose de très grave. Ça. Vous connaissez probablement cette personne et cet appareil. C'est Steve Jobs qui présente l'iPhone. Et ça, malheureusement, ça casse votre site. Et là, tout va changer dans le front-end. Aïe, aïe, aïe. Alors, au début, on savait quand même déjà gérer ça, hein. En fait, le serveur, quand il reçoit une requête du client, il peut lire le header user agent qui indique le type d'appareil. Donc, on sait si c'est un téléphone ou un bureau. Et on peut renvoyer un site différent, un site mobile ou un site bureau. Donc, ça, on savait déjà le faire. Donc, ça, c'est un peu un héritage du milieu de l'impression où, en fait, on a plein de supports, des mugs, des cartes de visite, des posters. Et pour chaque support, on va faire un design différent et on imprime en fait un design spécifique à chaque support. Sauf que pour le milieu du numérique, bah, ça fait beaucoup d'appareils, donc c'est un peu compliqué de faire un design pour chaque type d'appareil. Et surtout, quand on en sort un nouveau taille d'écran tous les 4 matins, bah, forcément, c'est compliqué. Ça pose pas mal de problèmes. L'approche ne scale pas très bien. Donc il y a peut-être une autre solution. Quelqu'un en 2010 a eu une idée assez révolutionnaire. Cette personne qui a cette autre approche, c'est Ethan Marcotte. C'est lui. Et dans un article de blog extrêmement intéressant, c'est lui qui, on va dire, invente le responsive web design. En tout cas, c'est le premier à utiliser ce terme que vous connaissez probablement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce terme, bah, il ne l'invente pas dans l'absolu. C'est pas lui qui a inventé ce terme de responsive. En fait, c'est une référence à l'architecture. En fait, l'architecture responsive, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'on va transformer les espaces pour qu'ils puissent s'adapter à ce qu'on veut faire dedans. Et du coup, c'est pas l'idée d'avoir genre on a une petite salle pour les petits événements, une grande salle pour les grands événements. C'est on a une salle qui peut être petite ou grande et on l'adapte en fonction de ce qu'on a dedans. Là, l'image que je vous montre, c'est une galerie d'art à Manhattan et si vous regardez bien, le auvent blanc, il est monté sur des roues et du coup, on peut faire ça. Et donc en gros, ça c'est le genre de choses, bon ça c'est 2016, du coup c'est après l'article d'Ethan Marcotte, mais c'est ce genre de choses qui ont inspiré Ethan Marcotte. En fait, il a vu ça, il a dit tiens, si on faisait du web comme ça. Alors,
Je trouve, moi, ça m'inspire une autre référence, c'est celle de Bruce Lee. Alors, Ethan Marcotte, je ne sais pas s'il l'assumerait, mais Bruce Lee a cette phrase super intéressante, en fait, qui est Sois comme l'eau, mon ami. Euh, Où, en fait, il précise en disant l'eau, tu la mets dans un verre, elle prend la forme du verre. Tu la mets dans une bouteille, elle prend la forme d'une bouteille. Tu la mets dans une théière, elle prend la forme d'une théière. Je pense que vous avez compris mon histoire, je ne vais pas faire un quatrième exemple. En gros, c'est l'idée que votre design, pour le responsive, vous faites une application, un site, et il va s'adapter à toutes les tailles d'écran. Évidemment, ce que ça demande, c'est que vous arrêtiez de vouloir contrôler votre design vraiment dans les moindres détails. Il faut lâcher cette illusion du contrôle parce qu'elle ne peut pas scaler, elle n'est pas soutenable. Et en fait, il faut accepter que votre design, il va être acceptable, fonctionnel, sur toute taille d'écran, mais peut-être pas parfait. C'est ça, la philosophie du responsive design. Et donc effectivement, le CSS, au fur et à mesure des années, il a évolué pour proposer plein de façons d'adapter des écrans, voilà, d'adapter des interfaces à différentes tailles d'écran. Mais on peut rapidement s'y perdre parce que justement, il y a beaucoup d'outils. Donc c'est ça qu'on voudrait voir aujourd'hui et faire un peu parcourir les différentes méthodes qu'on a pour faire des sites responsives. Et on va faire ça en on est jouant parti. à Tu te mets combien. Exactement. On vous a préparé une petite carte de Tu te mets combien en responsive CSS. Alors on vous a pas préparé des questions, ça aurait été très ennuyeux. Mais on vous a préparé des maquettes. On a préparé 10 maquettes et on va les intégrer devant vous, du plus simple au plus compliqué, et on va voir tous les trucs et astuces qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes. Écoute, Julien, je te sens chaud, je pense que tu peux commencer par la page vide. Le niveau 1, ça me va. Je m'assois, plus confortable. J'espère que tu vas réussir quand même, parce que... Coder la page vide. Alors, pour chaque maquette, on vous a proposé une petite slide qui résume la maquette, donc ici la page vide, on ne s'est pas trop foulé. Et ensuite, plus intéressant, pour faire la démo, on a un éditeur de code où on va mettre notre CSS et des previews sur différents appareils. Comme ça, on peut voir à quoi ça ressemble. Et on a même une preview pour un appareil qu'on peut resizer dynamiquement. Donc là, on est couvert. Et je pense que niveau page blanche, tu t'es assez bien débrouillé. En fait, c'est responsive, ça marche à toute taille d'écran. Des applaudissements pour Julien, bravo. Et à toi, du coup. Génial, j'y vais. Alors on va peut-être passer rapidement parce que pareil Théo il est un petit peu chaud, on va passer sur la lettre A, peut-être le morue aussi, voilà, trop facile pour Théo. On va aller directement sur le paragraphe. Donc le paragraphe, la maquette, c'est un genre de paper qu'on retrouve assez souvent, quelque chose de centré sur la page et on veut que ça soit pas trop grand sur les grands écrans. Ok, donc si on voit ce que ça donne, il y a une base de départ, on peut voir que, alors de base, ça devrait marcher sur à peu près toutes les tailles d'écran. Ça marche dans le sens c'est pas cassé. Simplement, on peut voir que déjà, ça s'est collé au bord de l'écran parce que par défaut, DisplayBlock, il va prendre toute la largeur. Donc, on peut peut-être commencer par changer la largeur pour décoller un petit peu du bord de l'écran. En changeant, en retirant le DisplayBlock peut-être. Ça ne réagit pas. Petit refresh des familles. Et ça va marcher évidemment. Ça serait embêtant. Ça marche, parfait. Donc on a un petit width 90%. Maintenant on peut voir que c'est un peu trop large sur les grands écrans. Donc ce qu'on va faire c'est mettre une largeur maximale. On fait ça souvent parce que voilà, pour éviter que ça prenne toute la largeur sur les grands écrans. Donc 800 pixels de largeur maximale, c'est pas mal. Il a fait un petit min, ce qui est l'équivalent de mettre un max width, c'est une version un peu plus concise. On peut voir quelque chose par contre, c'est que les pixels c'est toujours un peu dangereux parce que si on change la font size, la taille du paper lui-même ne va pas changer en fait. Donc ça va être un peu tout serré. Ce qu'on peut faire, c'est plus intéressant d'indexer la largeur maximale sur une taille de police, une taille de texte. Donc on a par exemple les EM. Mais les EM, ça fait référence à la hauteur des lettres. Là, on indexe une largeur sur une hauteur de lettres, donc c'est un petit peu bizarre. Peut-être une meilleure façon de faire. Je viens de spoiler en montrant la slide trop tôt, mais cette unité magique, c'est le CH. Extrêmement pratique, en fait c'est une unité, contrairement au EM, elle est indexée sur la largeur d'un caractère, sur la largeur du 0 dans la police que vous utilisez. Alors attention, si vous utilisez une police monotype où toutes les lettres, tous les caractères ont la même largeur, c'est carré. Si vous utilisez une police variable, le 0, on va dire, est en moyenne légèrement moins large que les autres caractères, mais mon conseil c'est tester et voyez ce que ça donne avec la police que vous utilisez sur votre application parce qu'il n'y a pas de règle si c'est variable. Mais généralement, vous n'utilisez pas 50 polices sur votre site et vous les connaissez à l'avance. Du coup, vous pouvez faire vos tests. Et en tout cas,
dans ce cadre-là, l'unité CH fonctionne bien. Et ce qu'elle vous permet de faire, c'est de vous conformer aux prescriptions des typographes qui vous disent en général, pour qu'un paragraphe, une page sur écran soit bien lisible, il faut être entre 80 et 100 caractères. Mais du coup, l'unité CH est super précieuse pour atteindre ce genre d'objectif. On perd des choses au cours de route. Est-ce que c'est encore le réseau? Euh, Est-ce que t'es connecté au... Si vous imaginez qu'il y a une coque d'iPhone autour de ça, c'est parfait. Donc là, on a une largeur indexée donc, sur les CH et donc il va suivre la taille de la police. Ok. Qu'est-ce qu'on a donc on a parlé de largeur maximale. En fait, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce genre d'écran dans la nature. Et donc, si on ne met pas de largeur maximale, ça va par défaut prendre toute la largeur. Et souvent, c'est pas très optimal en design. Donc, c'est une bonne idée de toujours mettre une largeur maximale. En général, ça marche mieux. Même une largeur très grande, Ouais. là c'est 1800 pixels. Voilà, on continue. C'est à mon tour? Bah oui, à ton tour, Ah. vas-y. Alors, donc le jeu de morpion, quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu, mais ici, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va vouloir gérer à la fois la largeur, mais aussi la hauteur. Du coup, ok, cette fois-ci, on a le device, mais pas le texte. Est-ce que on n'essaierait pas de lancer en local? Fermez les yeux, personne ne regarde. Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter des blagues. Ah. Qui eût cru que CPE Portail n'allait pas nous donner le Wi-Fi suffisant pour télécharger 3 images? Par, on va dire, politesse, 10 bien sûr. Octets par seconde. Euh, Ah, on me dit. Je le dis pas dans le micro pour que. Ok, ça m'a l'air pas mal. Et ben, c'est parfait. On va vous faire ça en 2 minutes, du coup, donc on reprend. Donc ici, ce qu'on va vouloir, c'est utiliser l'unité VW. Vous la connaissez probablement déjà. Elle permet de vous indexer sur la largeur du viewport, donc la partie visible de votre navigateur. Mais sauf qu'en gros, si on fait du VW, sur les écrans en mode paysage, ça devient trop grand et du coup ça déborde en bas. Par contre, si on fait l'inverse, on utilise l'unité VH, donc qui prend la hauteur de votre viewport, ça va dépasser sur les écrans au format portrait. Du coup, on veut le meilleur des deux mondes, et pour ça, c'est l'unité Vmin qui va prendre en gros le plus petit de la mesure en VH ou en VW, et du coup, peu importe l'orientation de l'écran, on est sûr que dans tous les cas, ça va rentrer. Donc là, pour notre use case, c'est parfait, on n'a plus de problème de ça déborde en format portrait ou paysage. Donc ça, c'est pas mal, mais le problème, c'est que c'est trop grand sur les grands écrans. Donc là, on fait la même technique que tout à l'heure. On met une borne supérieure en pixels. Mais encore une fois, si vous vous rappelez de la maquette, il y a très longtemps maintenant, en fait, c'est trop grand sur les tablettes. Donc en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est on a mis notre limite supérieure, mais on aimerait bien que la partie variable en Vmin, elle soit plus petite. Donc on va peut-être mettre un 60 Vmin par exemple. Donc là, c'est mieux sur tablette, mais c'est trop petit sur téléphone. Alors là, vraiment, c'est un gros problème pour nous. On commence à se gratter la tête. Mais Julien a une super idée. Il utilise clamp, qui est la combinaison de max et de min, si vous voulez. La fonction clamp en CSS, vous lui fournissez une borne inférieure, une borne supérieure et une valeur idéale au milieu. Okay, donc là, on dit la largeur de notre morpion entre 320 et 800 pixels. Essaye de faire, on a mis 60 Vmin, c'est ça? Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en jouant sur la valeur idéale, celle du milieu, vous allez changer la vitesse à laquelle votre objet, votre élément va grandir ou rétrécir quand vous resizez l'écran. Du coup, en fait, avec ce clamp, 2 limites et une valeur au milieu, vous pouvez faire des choses assez fines en fait, en termes d'adaptation aux différentes tailles d'écran. Bon, ça m'a l'air pas mal.
ne serait-ce que le fait qu'on ait réussi à aller au bout de cette démo est déjà un miracle. Donc vraiment, moi, je suis ravi. Du coup, petit récap sur ce qu'on a dit rapidement. Donc je vous ai parlé des unités VH et VW. Donc ces unités, je vous ai dit, c'est des unités du viewport. Ça veut dire la partie visible de votre navigateur sur votre écran. Donc attention, si votre navigateur est réduit, c'est pas forcément toujours tout l'écran et ça n'inclut pas non plus la barre supérieure des navigateurs. Le problème, c'est que sur mobile, le VH comprend tout l'écran et du coup, il ne comprend pas. Enfin, il comprend aussi ces parties supérieures et inférieures de l'écran qui peuvent s'afficher ou non, qui sont optionnelles. Pour ça, il existe des unités super pratiques. C'est le LVH, le SVH et le DVH. Donc en gros, ils vous permettent de préciser explicitement est-ce que vous voulez la largeur quand ces éléments ne sont pas affichés, quand ils sont affichés. Et finalement, le DVH, c'est je veux la largeur de ce qui apparaît à l'écran. Attention avec le DVH, possibilité d'un petit effet sapin de Noël parce que du coup, vos éléments peuvent se resizer dynamiquement quand les éléments apparaissent et disparaissent. Il y a les mêmes pour la largeur. Tant qu'on n'a pas mis de navigateur avec une sidebar, ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez l'oublier. Et évidemment, il y a des unités min et max si vous voulez jouer sur les portraits paysages. Et donc toutes ces unités sont disponibles, c'est baseline 2022, ça veut dire que c'est disponible dans tous les navigateurs majeurs depuis 2022. C'est pas encore widely available parce que ça fait pas 30 mois, mais c'est déjà, il y a un bon support déjà. À ton tour du coup, Allez, je prends la suite. l'image de fond. Donc l'image de fond, on a une démo avec une image en background, mais si vous regardez bien, c'est pas la même sur toutes les tailles d'écran parce que sur un paysage, on a un format paysage sur les grands écrans, et sur téléphone, ça irait pas du tout la composition de l'image. Et aussi, si on chargeait une image en format paysage sur un téléphone, on a 2/3, 3/4 de l'image qui n'est pas affichée, donc c'est de la bande passante qui est perdue. Donc on va vouloir changer l'image en fonction de la taille d'écran. Donc là, c'est un peu différent. Le responsive, il va se passer dans le HTML. On va utiliser certaines balises pour changer le contenu de l'image. Donc là, par défaut, on a une image avec une source. On va dire, ça arrive assez rarement qu'on fasse ça, sauf peut-être des images toutes petites, mais en général, on veut changer la source de l'image en fonction de la taille d'écran. Donc pour ça, on va utiliser la balise picture dans laquelle on va mettre une balise source et la balise image dans la balise picture. Et donc, en fonction, le navigateur va choisir, en fonction des sources sets qu'on indique, il va choisir l'image qui va bien. Donc là, ce que fait Théo, on va avoir la même image, mais simplement, on donne au navigateur plusieurs sources. Et du coup, le navigateur, il va choisir celle qui va bien en fonction de l'appareil. Donc, on met l'image dans la balise picture. Et du coup, avec les sizes, pour indiquer au navigateur quelle taille fait l'image réellement, on va lui indiquer dans l'attribut sizes. Donc l'attribut sizes, on va lui dire, en fait, l'image, elle prend toute la taille de l'écran. Et du coup, le navigateur, il va choisir en fonction de la taille de l'écran laquelle il va charger. Donc là, on a pareil la même image. Ce qu'on voudrait, du coup, c'est changer l'image en fonction de la taille de l'écran. Donc si on veut sur du portrait, enfin sur un petit écran, on va changer l'image qui est chargée. Donc on va mettre d'autres URL dans le source set et le navigateur va changer l'image en fonction de la taille d'écran. Voilà, donc là on voit déjà qu'on change l'image en fonction quand on resize. Il en manque une troisième du coup pour le format mobile. Donc mobile, c'est à la fois du portrait et un tout petit écran. Donc c'est encore une balise source qu'on va mettre au début. L'ordre est important parce que le navigateur il prend la première qui va bien et après il s'arrête. Donc voilà, on met le plus restrictif en premier et ensuite les autres. Et il me semble que Théo a déjà fini. Donc là on a une image spécifique pour le téléphone, ensuite pour les petits écrans en portrait et ensuite pour les grands écrans en paysage. Donc on a effectivement 3 images qui sont chargées en fonction de la taille d'écran. Ça m'a l'air fini. On a fait le tour ? Ok, et très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors, l'attribut média. Ces attributs médias en HTML, vous les connaissez peut-être déjà. Ils servent à faire par exemple des feuilles de style conditionnelles, c'est-à-dire des feuilles de style qui seront chargées que sur certains devices. Donc par exemple, là, on a un exemple, une feuille de style, on va dire générale, et une feuille de style pour les grands écrans de bureau, à partir de 1200 pixels. Évidemment, vous connaissez aussi peut-être le média print, qui vous permet de faire des feuilles de style pour l'impression de vos pages web. Est-ce que tu fais ça tous les jours, toi ? Toujours, je fais des petits livres avec mes pages web. Ok, moi aussi, c'est mon hobby, j'adore. Donc on s'en sert tous les jours. Chose plus utile, c'est pour l'attribut vidéo. Il prend aussi ses balises sources. Alors, il n'a pas d'attribut sizes, donc on est obligé de faire... Enfin, il n'a pas de source set, donc on est obligé de faire du média dedans. Mais par contre, ça, c'est... Si vous faites de la balise vidéo HTML native, on va dire, vous devez faire ça si vous voulez servir des contenus de différentes qualités en fonction des tailles d'écran
de vos utilisateurs. Vous pourriez vouloir faire ça. Évidemment, puisque HTML c'est génial, ça existe aussi pour l'audio. Donc vous pouvez servir des audios dégradés ou améliorés en fonction de la taille d'écran de vos utilisateurs. Ça ne sert à rien, mais ça existe. Écoute, je suis chaud, j'ai envie de continuer. J'adore la documentation, donc... Oui, vas-y. Niveau 7 sur 10, donc plateforme de documentation, donc ça, layout assez classique on va dire, on a une documentation au milieu, on voit qu'il y a un menu à gauche, une petite table des matières à droite et le header tout en haut. Okay. Et donc le design change en fonction des tailles d'écran. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, on n'a pas du tout parlé de breakpoint. Et c'est un peu magique, c'est vrai qu'on a tendance à se jeter sur les breakpoints dès qu'on veut faire du responsive, mais on a vu qu'il y a plein de façons de s'en passer et a priori d'avoir des meilleurs résultats en fait. On a quelque chose de beaucoup plus fluide. Mais là, par contre, on a quelque chose qui va apparaître sur certaines tailles d'écran. Donc là, on n'a pas trop le choix d'utiliser des breakpoints. Donc c'est ce que Théo est en train de faire. On va ajouter un breakpoint pour dire à partir d'une certaine taille d'écran, on va ajouter un menu sur la gauche. Donc on va changer un petit peu le layout pour ajouter une colonne qui va accueillir le menu. Donc pour ça, on utilise un display grid qui sert pas mal pour ce genre de layout en lui mettant deux colonnes, donc 1FR et 5FR. Donc le FR, c'est une fraction, une partition de l'espace, et le nombre de FR, c'est le nombre de partitions que chaque colonne va prendre. Donc 1FR, 5FR, ça veut dire que la colonne de droite va prendre 5 parts de l'espace et la colonne de gauche une seule part. Donc la colonne de droite sera 5 fois plus grosse que celle de gauche. On fait apparaître la navigation et on fait apparaître un petit changement de layout, ce qui nous permet d'avoir un magnifique menu à gauche à partir de la tablette en paysage. Ok, donc on est pas mal. Maintenant, il reste à faire la partie du haut, la mode bureau, dans lequel on a la petite table des matières à droite. Donc pareil, on rajoute une media query. Si on fait des min-widths, elles vont s'ajouter en fait, les media query. Donc on part du mobile et ensuite on ajoute des choses. Donc là, on dit à partir de 1600 pixels, on va encore changer le layout. Donc cette fois, on va rajouter une troisième colonne. Donc 1FR, 5FR, et puis la troisième colonne, on va lui mettre un petit 30CH, donc l'unité qu'on a déjà vue tout à l'heure. Et là, on peut voir quelque chose d'intéressant. C'est pas obligé que les colonnes elles grossissent en même temps, en fait, à la même taille. On peut très bien dire la colonne de droite, la table des matières, on n'a pas trop envie, pas trop besoin qu'elle soit trop large. Donc on va lui mettre 30CH et c'est tout. Ça ne va pas augmenter encore si on augmente la taille d'écran. Donc on peut choisir des tailles différentes pour chaque colonne. Et on fait apparaître la table des matières et il me semble que ça a l'air pas mal. Donc là, on voit bien en mobile, on a une colonne de contenu, deux colonnes à partir du mode tablette, et pour les grands écrans, on a 3 colonnes. Ouais, donc on peut voir un truc intéressant, c'est que on a encore mis des tailles en pixels là. Encore une fois, les pixels, tout ce qui est en pixels, c'est un peu fixe. C'est-à-dire que si l'utilisateur augmente sa taille de police dans le navigateur, les pixels vont pas suivre. Pixels, c'est fixe. Quelque chose qui est intéressant, c'est de mettre les breakpoints en REM ou une autre unité indexée sur la taille de police. Ce qui fait que si l'utilisateur augmente sa taille de police dans le navigateur, on va passer au breakpoint suivant. Et ça, c'est vachement pratique parce que on peut le voir, si on augmente la taille de police, ça peut être tout assez. Alors, d'après mes tests, ça marche que quand on change dans le navigateur et pas dans le HTML. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça fonctionne, faut nous croire. Et du coup, c'est intéressant parce que les RG2A nous imposent, pour avoir un contenu accessible, que si on augmente la taille de police à 200%, ça devrait être lisible. Il ne devrait pas y avoir de perte d'information. Donc le fait de mettre des REM dans les breakpoints, c'est une manière pratique de respecter ça. On a fait le tour, il me semble. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Petit retour sur un truc que j'ai mentionné tout à l'heure, le fait de commencer par le mobile, donc mobile first. Pourquoi on fait du mobile first en fait, autre que parce que tout le monde en fait. Une raison, par exemple, ça peut être côté code. En général, il y a besoin de moins de code pour faire le layout en mobile qu'en bureau parce que c'est plus simple. Et donc, c'est mieux de commencer par le mobile et d'ajouter du code pour faire le bureau plutôt que l'inverse. On fait un truc sur bureau et ensuite on va ajouter du code pour retirer ce qu'on a fait avant. C'est un peu bizarre. Donc, c'est beaucoup plus cohérent de commencer par le mobile et ensuite le bureau. Et côté design, c'est un peu pareil dans le sens, si on fait quelque chose qui tient sur mobile, ça devrait tenir sur bureau, mais pas l'inverse. Si on fait un beau layout sur bureau, on veut faire rentrer ça sur mobile, en fait ça tient plus, on va retirer des choses. Donc côté design, ça va être plus cohérent a priori si on commence par le mobile. Et voilà. Et bah écoute, niveau suivant. Moi je me suis bien chauffé les doigts, je pense que c'est peut-être à ton tour là. Je lui laisse les niveaux les plus difficiles.
La galerie de photos. Alors, ici, on commence à rentrer dans des trucs où il y a pas mal de paramètres à gérer. Ici, une galerie de photos de pingouins, parce qu'on aime les pingouins. Et vous voyez qu'il y a un différent nombre de colonnes en fonction de la taille de l'écran, mais aussi que la taille des images diffère à chaque fois. Donc, on va venir jouer sur plusieurs paramètres. Et ben, on va voir comment on va faire ça. Du coup, on va commencer peut-être par mettre une petite outline autour de notre élément qui a la classe galerie. Comme ça, on va pouvoir voir notre galerie et on va voir quelle place prennent dedans les items. Donc là, c'est le mode de rendu de base en HTML, c'est du flow. Et on voit que c'est pas horriblement cassé. Excellent conseil qu'on peut vous donner pour faire du responsive. En fait, si vous n'écrivez pas de bêtises, en général, c'est jamais dramatiquement cassé. Le problème du responsive, c'est nous qui nous les créons en général. Mais on peut quand même vouloir quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Et donc, on va essayer de trouver une solution. Alors moi, je pense, le premier truc qu'on peut tenter, c'est peut-être de faire du flex. Voilà, c'est génial. Bien joué. Non, donc évidemment, flex, c'est une méthode de rendu genre unidirectionnelle. Et donc, en mettant flex wrap, vous dites à votre conteneur flex de passer ces éléments à la ligne quand il dépasse de son cadre. Et ici, en fait, déjà, ça marche pas trop mal. On peut vouloir les centrer, éventuellement. Et le problème, c'est que les images font tout le temps la même taille. Donc on n'a pas encore géré ce problème de nos images sont trop grandes sur les petits écrans. Même problème, même solution que dans les premiers exemples très simples. On met une limite, une taille maximale aux images et une taille idéale quand elles peuvent être en dessous de cette taille. Et du coup, ça rend déjà quelque chose. Par exemple, on peut mettre peut-être un petit gap éventuellement même. Je donne des ordres. Super. Le petit problème qu'on voit, c'est que nos images, elles exploitent pas tout l'espace qui leur est réservé. On voit que notre galerie, elle est un petit peu plus grande. Du coup, ça veut dire c'est dommage parce que nos images aussi, elles pourraient être un petit peu plus grandes et on perd de l'espace. Heureusement, Flex propose des propriétés qui permettent de gérer ça. Enfin, ça, c'est vraiment le côté vraiment responsive du Flex, avec notamment Flex Grow. Et avec Flex Grow 1, on va dire nos images prennent toute la taille qui leur est disponible dans leur conteneur. Et du coup, c'est ça qui fait que là, il n'y a plus de place perdue. Malheureusement, ça vient avec un petit problème pour nous, c'est que sur les dernières lignes, il n'y a pas autant d'éléments que sur les autres. Du coup, elles sont que 2 pour une ligne où il y en a 4 ailleurs. Du coup, elles prennent toute la place et certaines images sont beaucoup plus grosses que les autres. Si c'est un problème pour vous, en fait, malheureusement, on voit que là, on atteint peut-être les limites du flex et que dans ce cas-là, il faut passer à une autre méthode de rendu qu'on a déjà utilisée devant vous. On va faire du grid. Du coup, je demande à Julien d'effacer tout ce qu'il a fait. On jette tout à la poubelle. Et on va définir une grid. Donc ici, on va commencer par un truc basique. On va lui dire 6 colonnes, toutes de la même largeur. Il faut définir la taille. Donc quand on fait ça, vu qu'on a enlevé la définition de la taille de nos images, elle déborde. Truc intéressant en grid, c'est que la taille des cellules est définie. Du coup, si vous dites que vos images qui sont contenues dans les cellules de la grille font 100%, elles font la taille des cellules. Donc ici, la largeur des colonnes. Donc comme ça, on s'embête plus avec la taille des images, on gère plus que des tailles de colonnes et de lignes. Du coup, sur les grands écrans, ça marche bien, mais je t'ai vu montrer le mobile. Là, c'est pas incroyable, c'est une belle petite collection de timbres-poste, peut-être même pas. Du coup, ce qu'on voudrait, c'est peut-être que en fait, notre grid, de manière magique, elle puisse resizer ces éléments et nous donner le bon nombre de colonnes. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction min-max qui va dire que ça va donner une contrainte à la taille des colonnes. On va dire, ok, tes colonnes, elles peuvent faire soit une fraction de l'espace disponible, mais jamais en dessous de 250 pixels. Du coup, on voit que sur les grands écrans, ça marche. Enfin, sur les grands écrans. Je me suis perdu, pardon. Ça fonctionne bien, mais ça dépasse. Du coup, notre contrainte elle est bonne, mais le problème c'est qu'on a toujours 6 colonnes. Du coup, il faut que les deux aillent ensemble. Il faut que nos items y soient sizés dynamiquement, mais aussi qu'on utilise cette petite propriété magique, autofill, qui elle va permettre de dire à partir des contraintes que je t'ai données sur la taille des colonnes, tu gères toi-même automatiquement le bon nombre de colonnes dans la taille que tu as. Du coup, notre galerie, elle sait qu'elle doit faire 1600 pixels au maximum ou 90 VW si elle peut, et là-dedans, elle gère elle-même de nous faire autant de colonnes que possible qui font une fraction de l'espace disponible ou 250 pixels au maximum. Malheureusement, ce n'est toujours pas bon sur les petits écrans. Alors là, c'est un peu la galère, mais en fait, c'est le même problème qu'on croise depuis toujours. Quand vous avez des items qui sont trop grands sur les petits écrans, en fait, vous leur donnez une taille idéale en VW, ici des VW, et vous limitez leur taille
à 250 pixels. Et du coup, quand on est en mobile, avec ça, je pense qu'on a quelque chose qui satisfait tous nos critères. Donc c'était une épopée d'en arriver là, mais en jouant sur taille des items et remplissage automatique de la grille, on arrive à faire quelque chose qui fonctionne assez bien. Ok, donc effectivement, ça marche pas mal. On a vu deux façons de faire à peu près la même chose, le display flex, display grid. Donc là, on ne dit pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. En fait, ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut faire. Par exemple, ici, si c'est quelque chose qui est voulu d'avoir les deux derniers qui sont centrés au milieu, ça, on pourrait peut-être le faire en display grid, mais en bidouillant un peu, mais c'est beaucoup plus pertinent de le faire en display flex. Donc ça va vraiment dépendre des layouts. Mais voilà, on a deux outils à disposition. Ils sont tous les deux pertinents. Et donc, au début, là, on disait on peut éviter les breakpoints. C'est vrai que pour faire un petit récapitulatif, on va dire que Flexbox Grid, ils permettent vraiment de faire quelque chose de fluide, qui s'adapte à toutes les tailles d'écran, qui remplissent l'écran, alors que les breakpoints, ça va être plutôt quelque chose de fixe par taille d'écran. On va découper certaines tailles d'écran et on va dire que ça bouge pas sur cette taille d'écran. Également, les Flexbox Grid, c'est à l'échelle d'un élément, une partie d'interface, alors que les breakpoints, on peut agir sur toute la page. Donc, c'est pas la même échelle. Et en Flexbox, il faut que j'arrête de dire ça, Flexbox Grid, c'est vraiment des changements de taille, on va déplacer des choses, alors que Breakpoint, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut changer des couleurs, vraiment tout ce qu'on veut. Ok, niveau Julien, 9, tu t'es si bien débrouillé sur la galerie de photos, je propose que tu continues avec la plateforme ok, de contenu. je te laisse le niveau 10. Hein. Ouais, oui, t'inquiète. Alors, la plateforme de contenu, là, on commence à rentrer sur les niveaux les plus difficiles. En fait, on a quelque chose qui pourrait ressembler à un blog avec des articles, par exemple. Et ce qu'on voit ici, c'est que on a des éléments qui ont tous à peu près le même contenu. C'est des articles dans notre super blog de chèvre. Mais par contre, ils ont trois formats différents. On a ce format avec une sorte de hero mis en valeur en haut. On a des petites cartes verticales et des cartes horizontales dans la colonne à droite. Du coup, ça, on peut l'intégrer en CSS, mais en fait, de nos jours, très probablement, si vous faites du front-end, vous travaillez, que vous le vouliez ou non, avec des frameworks JS, quels qu'ils soient. Vous les aimez, vous les détestez. Malheureusement, c'est une réalité. Et en fait, ce genre de choses, il y a de très fortes chances que dans votre métier, ça soit rendu comme des composants. Par exemple, un exemple en React, ça pourrait s'intégrer comme ça. On vous dit, OK, on a notre hero, notre card, notre horizontal card. Et en fait, ce qui serait intéressant, et ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de se dire, mais si on pouvait avoir un seul composant, parce que finalement c'est le même contenu, qui puisse lui-même gérer, en fonction de la place qui lui est disponible, sa présentation visuelle. Du coup, c'est ça qu'on va essayer de faire en CSS, et c'est ça qu'on va vous présenter. Donc là, l'exemple qu'on fait ici, il est un petit peu différent. En fait, on a déjà écrit 3 classes CSS pour les 3 formats possibles de notre contenu. Vous voyez, on a la classe content, content medium, content large. Et pour le moment, on va travailler à l'échelle d'un composant. Donc il est resizable. Sur. En fait, je pense là, il est trop bas. Faut que tu mettes. Ouais, genre comme ça. Donc en gros, on peut changer la taille. Pour le moment, ça ne fait rien parce que c'est juste 3 classes CSS différentes. Donc c'est juste si on les applique ou pas, les règles CSS vont s'appliquer. Mais la révolution, la chose qui va vous permettre de faire ça, c'est les container queries. Alors qu'est-ce que c'est les container queries? C'est quelque chose d'assez récent en CSS. C'est comme les media queries, sauf qu'au lieu d'agir au niveau de l'écran entier, ça va agir au niveau d'un conteneur arbitraire que vous définissez. Donc c'est ce qu'on commence par faire. Tous nos éléments, ils sont contenus dans un élément HTML article. Okay, donc c'est ça qui va agir comme conteneur. On le définit. On dit ce conteneur, item c'est son nom, on le choisit. Inline-size c'est le mode de conteneur. Et ça, c'est ce qui va nous permettre, pour les enfants de cet article, d'écrire la container query suivante, donc avec @container. Et c'est ça qui va permettre de dire, en gros, si ton container est plus petit ou plus grand que telle taille, telles règles CSS vont s'appliquer. Après, c'est comme la media query, hein. Enfin, il n'y a pas de miracle. Et en gros, c'est ça qui va nous permettre de faire avec un élément qui a un ensemble de règles CSS, mais en fait, selon la taille disponible, il va changer sa présentation. Et donc, du coup, normalement, ça permet de faire quelque chose comme ça. Et ça, c'est assez magique et c'est pas possible sans container queries. Du coup, on va peut-être montrer, du coup, on va copier-coller ce code et on va voir ce que ça donne sur notre layout complet. Donc, en gros,
On a un layout complet, c'est comme pour la documentation, c'est un peu pareil, genre en fonction des tailles d'écran, on va afficher plus ou moins de colonnes, on va mettre plus ou moins d'espace. Sauf que pour le moment, bah, tous nos contents, ils ont la même classe, donc c'est tous cette petite carte, pas exceptionnelle. Mais en fait, quand Julien va coller le code, notre nouveau code, bah, ça va marcher de manière magique. Et du coup, peut-être pour prouver que ça marche bien et qu'on n'est pas des escrocs, Julien, tu peux aller dans le HTML, tu peux enlever un élément, et on voit que du coup, bah, quand on a enlevé un élément, l'élément suivant devient le hero, on le rajoute à la fin et il revient. Et du coup, bah, en fait, toutes ces choses-là sont le même élément HTML avec la même classe CSS, mais en fonction de l'espace dont ils disposent, ils peuvent se réorganiser leur présentation. Alors, on vous a donné quelques autres petits exemples tirés d'articles de Ahmad Shadid, le roi du CSS, quelqu'un qui propose pas mal de démos très 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 cool. Et du coup, bah, un exemple qu'on a par exemple, c'est ici cette project card. Et donc, vous voyez que quand on la resize, bah, elle va hop, changer sa présentation. Un autre exemple qu'on aime beaucoup, c'est la timeline. Ça, c'est un élément. En gros, il y a beaucoup de design systems. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais où en gros, ça serait deux composants différents. Vous auriez une horizontal timeline et une vertical timeline. Mais en fait, ces trucs-là, au niveau du contenu, de la logique, c'est exactement la même chose. Ils ont juste une présentation différente. Et on a envie que s'ils ont assez de place pour se rendre horizontalement, ils se rendent horizontalement. S'ils n'ont plus assez de place, ils se rendent verticalement. Ça, la container query permet de donner à votre composant cette responsabilité. Du coup, je pense que on est pas mal et tu peux peut-être compléter par quelques conseils sur les container query. Ouais, alors déjà, ce qu'on a pu voir ici, c'est l'usage un petit peu des container queries. Ça va être pratique quand on a des composants dont les différentes variants, on va dire, ils sont différents, l'apparence est différente. Mais par contre, c'est important que le rôle fonctionnel soit identique. C'est-à-dire, on veut pas on veut pas qu'ils aient un comportement, enfin un rôle différent selon les différents variants. C'est quelque chose qu'on voit très bien ici sur la timeline, qu'elle soit horizontale ou verticale, ça reste une timeline, c'est pareil. Mais c'est quelque chose où justement là on est un petit peu à la limite parce que le header qui est tout en haut là, il a un rôle fonctionnel qui est différent des autres. Donc là on l'a fait pour la démo pour vous montrer, mais faut quand même faire attention de pas parce que sinon on peut se retrouver avec des états cassés. Oui, Euh, on se retrouve avec des états avec genre 8 héros différents et du coup ça n'a aucun sens parce que normalement vous êtes censé en avoir un qui est l'élément principal. Donc il faut faire ça avec précaution. voilà, donc sinon quelques... Ouais, donc on pourrait... Attends, c'est où les conseils? C'est ensuite. On verra après. Donc, on en a parlé rapidement des design systems. C'est vrai que ce genre de choses, ça peut être pratique pour quand on fait des design systems avec la démarche atomic design. C'est-à-dire, on part des petits éléments, on les combine pour faire des éléments plus gros. Je dirais qu'à partir des organismes, on peut avoir ce genre de composants un peu complexes comme les timelines, où ça peut être intéressant d'utiliser les container queries pour que, en fait, on a notre composant et peu importe où on le met, ils vont s'adapter. Donc, ça peut être pratique dans le cadre d'un design. Et par contre, à ne pas abuser parce que si tous les éléments se redimensionnent, on peut un peu perdre le contrôle de notre page. Voilà, donc sinon, quelques suggestions sur les containers. Donc, on suggère de nommer les containers. C'est pas obligatoire, mais en fait, quand on utilise le @container, par défaut, ça va faire référence au premier parent qui est un container. Mais du coup, peut-être qu'il y en a plusieurs, donc c'est pas forcément explicite. Ça peut être une bonne idée de les nommer, comme ça au moins on sait de quoi on parle. Ensuite, pas oublier qu'on peut combiner les container queries et les media queries. C'est ce qu'on a fait dans la démo des chèvres. C'est complémentaire en fait, ça ne sert pas à la même chose, donc on peut utiliser les deux. Et ensuite, comme on l'a dit, il ne faut pas en abuser. Ça peut être pratique pour certains composants particuliers dont on veut éviter d'en faire plusieurs variants. On les drop dans la page et ça marche, mais il ne faut pas en mettre partout, sinon on peut vite perdre le contrôle. Donc un petit résumé sur Media Query, Container Queries. Donc les Media Queries, vous savez, ça touche tout le viewport, c'est la taille du viewport, alors que les Container Queries, on peut cibler n'importe quel élément, dont le body du coup. Donc on peut faire l'équivalent des Media Queries avec des Container Queries. Et du coup, le Media Queries, on va les utiliser en général sur un changement de layout, donc quelque chose qui touche toute la page, alors que les Container Queries, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut modifier un petit composant, donc c'est pas la même échelle aussi. Et au niveau support navigateur, il ne faut pas oublier que c'est relativement récent, c'est baseline 2023. Donc ça dépend de votre cible de navigateur, mais c'est pas supporté partout. Oui. Même par des navigateurs qui sont pas super vieux, quoi. Donc pour la production, c'est peut-être encore un peu tôt. Voilà. Et donc associé aux container queries, on a parlé tout à l'heure de plein d'unités. Si vous pensez qu'il n'y en avait pas assez, il y en a encore plein.
des unités relatives au container cette fois. Donc là, on peut indexer un pourcentage de la largeur ou hauteur du container. Là, si vous voulez briller en société, ça, vous sortez un sécumine à quelqu'un, vous êtes des dieux du CSS. Hein. Exactement. Et donc ça, c'est pareil, c'est baseline 2023, donc relativement récent à voir selon votre cible. Et ben on y arrive. Il est Là, temps. je te laisse. Hein. Ça serait dommage qu'il n'y ait pas le temps de faire ce dernier niveau quand même. Hein. Bon, en fait, le dernier niveau, on vous a présenté pas mal de maquettes, mais en fait, le dernier niveau, c'est le monde réel. Parce que nous, on a fait toutes nos maquettes, on les a préparées pour cette présentation. Ça nous arrangeait bien de les faire comme ça. Donc ça fonctionne plutôt bien quand les démos marchent devant vous. Mais en fait, quand vous allez sortir de là et que vous allez retourner dans le monde réel, en fait, vous allez avoir plein de demandes très différentes qui vont jamais fonctionner de la manière dont ça fonctionnait exactement dans nos démos à nous. On va vous demander des trucs bizarres, des trucs qui fonctionnent pas trop. On va vous demander des contraintes qui s'annulent entre elles. Ou quoi. Et en fait, ce qu'on espère, c'est qu'avec cette présentation, on vous a donné une boîte à outils et que, en fait, vous allez vous l'approprier pour réussir à vous adapter et à, en gros, réussir à... J'ai fait une phrase super longue, donc là, c'est terrible. Mais en tout cas, vous allez réussir à vous en servir pour remplir tous les problèmes de responsive que vous pourriez avoir. Du coup, maintenant, on espère que toutes ces techniques, elles sont beaucoup plus claires pour vous et que ça n'a moins de secrets pour vous, c'est moins mystérieux. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Et la bonne nouvelle ou la mauvaise, selon l'interprétation, c'est que c'est pas fini parce que tout ce dont on a parlé, c'est l'évolution du CSS ces dernières années pour que ça fonctionne sur les différents types de devices actuels. Mais en fait, encore aujourd'hui, il y a toujours plein de types d'appareils qui sortent et on peut penser que le CSS va continuer à évoluer pour supporter tous ces appareils différents. Donc la fête n'est pas finie. Voilà, donc on arrive au bout. Vous avez le QR code avec le lien vers les slides et d'autres sources utiles sur le responsive CSS. Donc on espère que ça vous servira. Voilà, merci beaucoup. Merci.